Les amis, j'espère que vous allez très bien. Petite vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base, mais là, hier soir, donc Mundo Deportivo a balancé une petite bombasso et j'étais forcément forcé de faire une vidéo là-dessus concernant Monsieur Azzedine Ounahi qui est donc pisté par le Barça. Et voilà, ça me faisait un peu plaisir de revenir un petit peu sur les vidéos sur le FC Barcelone, forcément. Et je fais cette vidéo-là pour tous les fans de football, pour tous les fans du Barça, pour tous les Marocains aussi, pour tous les Marocains qui suivent le football et la Coupe du Monde, et aussi pour même tous les fans africains, pour tous les supporters de football africains qui vont suivre un petit peu cette histoire-là. Parce que je pense que là, l'avenir à court et moyen terme de la sélection marocaine est en train de se jouer. Il y a un enjeu colossal avec ce qui se passe là, et ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains jours qui vont suivre la Coupe du Monde. Parce que là, Monsieur Azzedine Ounahi, c'est le premier joueur qui est la première rumeur pendant le mondial d'un joueur pisté par un gros club européen, et non des moindres, évidemment, le FC Barcelone. Donc je pense vraiment que l'avenir à court et à moyen terme vraiment est en jeu pour le Maroc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, on a Monsieur Azzedine Ounahi, qui est le premier joueur qui est pisté par un grand club européen. D'accord? C'est normal. Ça, c'est normal, c'est logique. On a vu ça des dizaines et des dizaines de fois. À chaque Euro, chaque Coupe du Monde. J'en parlais avant le mondial, comme quoi ça allait être un mondial important pour le Barça et pour les autres clubs européens aussi. Parce que pas mal de joueurs sont pistés pendant la Coupe du Monde. On a vu ça tous les ans, enfin à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde. En 2010, j'ai en tête par exemple Mesut Özil qui avait explosé et ensuite qui est parti au Real Madrid. En 2014, Kevin De Bruyne, son mondial qui avait été une petite merveille, un petit peu sous-côté je trouve aussi. Pas mal de cas comme ça, il y a des joueurs qui explosent au mondial, des révélations du mondial. Et là, en l'occurrence, on parle d'un joueur, Monsieur Ounahi, qui pour moi, honnêtement, pour l'instant, avant les demi-finales, à l'heure où on parle, peut-être le meilleur milieu de terrain du mondial, à l'heure où on parle, pour l'instant en tout cas, je pense même devant Enzo Fernandez et devant Griezmann, bref, peu importe. En tout cas, là, c'est vraiment une révélation du mondial. J'espère qu'il prendra le trophée de meilleur jeune joueur parce qu'il a que 22 ans. Donc, à chaque Coupe du Monde, on a ces gros clubs européens qui viennent faire leur marché parmi les révélations du mondial. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là sont méconnus. Personne ne les connaissait à la base. Donc, ils ont une cote qui est beaucoup moins chère, une valeur marchande qui est beaucoup plus basse que si c'était des grandes stars. Donc, forcément, on a les gros clubs qui sont à la pêche aux bonnes affaires. C'est normal, à chaque fois c'est comme ça. Donc là, évidemment, aujourd'hui, Mundo Deportivo déclare et révèle que le Barça est intéressé par Ounahi. Alors maintenant, une chose. Là, Monsieur Ounahi, c'est le premier joueur du mondial à être pisté par un gros club. Et je le dis sincèrement, et je pense vraiment que forcément, il ne sera pas le dernier. Il y en aura forcément d'autres au sein du Maroc, comme dans d'autres équipes, peu importe. Mais je le dis, là, on est donc à la mi-décembre. Il y a un mercato hivernal qui va arriver en janvier. C'est hyper important, c'est primordial, c'est crucial, ce que vous voulez, que les joueurs marocains qui se sont révélés lors du mondial trouvent un club dès janvier. Pour la survie, pour le futur de la sélection du Maroc, c'est hyper important. C'est même crucial, c'est même vital que ces joueurs qui ont explosé déjà, qui ont explosé, trouvent un club et surfent sur le buzz qu'ils ont engendré lors de ce mercato. C'est juste vital. Alors je prie, j'espère que cette vidéo-là arrivera à leurs oreilles, peu importe, je suis personne, mais j'espère pour eux, ou aux oreilles de leur agent, peu importe. Et là, vraiment, en plus, parce que le timing est très short, parce que, sachant que, là, c'est pas un mercato comme d'habitude. Là, on est au mois de janvier, donc mercato hivernal. D'habitude, on est, on va dire, début juillet quand la Coupe du Monde se termine. Donc, juillet plus août, vous avez presque 2 mois après avoir été une révélation du mondial, vous avez 2 mois pour trouver un club. Donc, ça laisse un petit peu de temps pour partir en vacances et trouver la bonne solution, le bon club où il y a un projet intéressant, où tu peux jouer. 2 mois, ça veut dire 2 mois pour profiter du buzz que tu as engendré pour la Coupe du Monde. Mais là, c'est pas le cas. Là, on sera en hiver. Il y a seulement un mercato avec 1 mois. Un mercato d'hiver, en plus, c'est pas un mercato comme d'habitude. C'est un mercato d'appoint où, en général, les grosses équipes, les grandes équipes et même les petites font des petites retouches au sein de l'effectif pour combler les lacunes, remplacer les blessés aussi. C'est vraiment pas les mêmes mercatos hiver et été. Et souvent, en été, en plus, comme il a le lieu du coup en juin, juillet, août, et que la fin des bilans comptables de chaque club arrive le 30 juin, ça veut dire que le bilan comptable des clubs démarre le 1er juillet. Donc ça veut dire que pour juillet, août,
tu peux te permettre de faire des petits risques, même des gros risques financiers avec des transferts et des recrues et espérer faire en sorte que pour jusqu'au 30 juin prochain, tu équilibres ton bilan coûte que coûte. Donc voilà, là, c'est pas le cas. Là, on sera en janvier. Donc, prendre des gros risques financiers en janvier, alors que tu as une fin d'exercice comptable qui arrive, donc du coup, en juin, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, plus difficile de faire des dépenses en janvier qu'en juillet. Donc, ça, c'est aussi une autre difficulté. Mais il faut absolument que ces joueurs-là trouvent un club en janvier pour surfer au maximum sur le buzz qu'ils ont engendré parce que le football va tellement vite et on va en reparler. Moi, je pense à ces joueurs-là comme Unai, évidemment, comme Amrabat, qui joue évidemment la Fiorentina, mais qui mériterait encore un club meilleur que ça, honnêtement, après ce qu'il a montré. S'il va au PSG, je crois qu'il y a des rumeurs avec le PSG, qu'il y aille. Je pense aussi à monsieur Yaya Achatala, qui est un bon joueur, qui a 27 ans, qui joue pour l'instant au Wydad Casablanca, qui pourrait pourquoi pas rester au Maroc, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, s'il veut un meilleur club, qu'il parte maintenant. Ou encore pour Selim Amala, qui a 26 ans, mais qui franchement joue dans un club belge et qui pourrait largement prétendre à un meilleur club. J'ai pas envie de parler de Romain Saïs parce que lui, Romain Saïs, il joue quand même dans un bon club en Angleterre à Wolverhampton. C'est largement suffisant. Là, pour ces joueurs-là, l'essentiel, c'est vraiment de trouver un club où ils vont jouer et on en parlera plus tard pour la vidéo. Pour Unai, là, l'essentiel, c'est vraiment que ces joueurs-là trouvent un point de chute, un bon club où ils seront titulaires en puissance. Donc, il faut absolument que ces joueurs-là profitent du buzz qu'ils ont engendré parce que au mercato prochain, en juin prochain, leur buzz sera déjà périmé. Le football va tellement vite, que même si ça se passe très bien pour des joueurs comme Unai à Brest, là, jusqu'à la fin de la saison, ça n'aura jamais l'impact médiatique qu'ils ont eu pendant la Coupe du Monde et le buzz qu'ils vont engendrer. Ce sera même une perte pour des clubs comme Brest de les vendre en juin plutôt que là en janvier. Donc c'est indispensable, vraiment indispensable de profiter au maximum du buzz engendré et de l'exposition médiatique qui a été faite pour la Coupe du Monde. Si on attend jusqu'à juin pour que ces joueurs-là partent dans les clubs européens, je pense que ce sera des clubs qui seront moins huppés que ce qui aurait pu être fait en janvier. Et forcément, le buzz sera périmé, honnêtement périmé. Et ces joueurs pourront même prétendre à des salaires moins gros que ce qu'ils auraient pu prétendre s'ils partent là en janvier. Donc forcément, l'intérêt, c'est vraiment de trouver un club maintenant. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça pour le Maroc, comme pour beaucoup de pays africains, Parce que là, c'est tellement important pour le Maroc, qui fait une Coupe du Monde incroyable, d'avoir une génération qui perdure dans le temps. C'est comme ça, c'est exactement avec une Coupe du Monde comme ça qui est magnifique, une compétition qui est pour l'instant qui est épisodique, c'est vraiment un épiphénomène ponctuel comme ça en 2022, mais c'est comme ça qu'on bâtit une génération qui va rester à court, moyen, voire pourquoi pas long terme. Parce que c'est bien beau d'avoir une génération dorée qui fait une belle Coupe du Monde, puis ensuite une belle CAN, parce que là le Maroc est maintenant favori pour la prochaine CAN qui aura dans 1 an en Côte d'Ivoire, ça faut être sûr de ça. Mais c'est bien beau d'avoir une belle Coupe du Monde, une belle CAN et ensuite une génération qui floppe ensuite, qui décline. Là, l'intérêt, c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir une génération qui surfe un petit peu sur la confiance pour bâtir de nouvelles choses. Et en ayant des joueurs qui jouent pratiquement tous une bonne partie dans les grands clubs européens, là, vous vous assurez un avenir à long terme d'avoir une fédération, des joueurs, un cadre technique de haut niveau. Et là, je m'adresse aux Marocains, mais je parle aussi à tous les pays africains qui veulent se développer dans le football. Il y a trop de pays qui avaient des bonnes générations et qui n'ont pas réussi à surfer dessus et à bâtir un avenir à long terme. Il y en a eu trop comme ça. Je pense à la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous la génération de fous furieux qu'ils avaient avec Drogba et Yaya Touré, tout ça. Maintenant, on les voit presque plus, malheureusement. Je pense à l'Algérie qui commence un petit peu à avoir du mal à rester à ce niveau-là, à décliner tout doucement. Je pense à pas mal de nations comme ça qui avaient une génération dorée, qui n'ont pas réussi à vraiment perdurer dans le temps. En ayant des joueurs qui jouent pratiquement tous dans les grands clubs, là forcément, ces joueurs-là, ils progressent. Ils progressent naturellement parce que forcément, ils jouent des grands matchs tous les week-ends. Ils vont jouer des Ligues des Champions. Ils sont naturellement habitués à jouer des matchs de haut niveau parce que tous les jours, tous les week-ends, ils s'entraînent avec des cracks. Ils jouent contre des cracks. Donc forcément, vous créez une émulation naturelle par le fait simplement de jouer dans un grand club. C'est aussi des joueurs qui sont désinhibés par la pression parce que régulièrement, ils jouent des gros matchs. Pour eux, ça ne devient même plus un exploit de battre des grosses nations puisque régulièrement, ils sont habilité à le faire déjà en club. Quand tu joues tous les week-ends en Première Ligue, en Liga, puis en Ligue des Champions, forcément quand tu reviens en Coupe du Monde ou à la CAN ou en Coupe arabe pour le Maroc, forcément la pression, tu la gères pratiquement de la même façon. Elle devient presque similaire, tu l'absorbes de la même façon. Deuxième chose, c'est que ça impose aussi à la relève, les jeunes joueurs, les Marocains qui voudront eux aussi faire partie
des épopées comme ça, des belles histoires en Coupe du Monde et à la CAN, d'un petit peu élever le niveau pour rattraper les anciens, ceux qui sont déjà là. Parce que là, forcément, hein, les Marocains, ils ont fait rêver tout le pays, tous les jeunes joueurs. Donc, tu auras forcément des jeunes joueurs qui voudront aussi faire partie de ça. Donc, tu crées une émulation naturelle par le niveau qui est tellement haut que là, forcément, hein, et je pense aussi hein, que ça va aussi permettre à des joueurs binationaux, hein, les franco-marocains, il y a aussi beaucoup de pays où il y a des Marocains comme au Canada, comme en Belgique, aux Pays-Bas et sans doute ailleurs. Il y a beaucoup de Marocains, en Espagne aussi, comme Hakimi. Il y a beaucoup de Marocains qui sont binationaux, hein, et qui vont choisir souvent le pays, la France, la Belgique et tout. Là, je pense hein, qu'avec ce qui s'est passé, on aura pas mal de joueurs marocains qui ont tellement de qualité, qui voudront aussi faire partie de cette sélection du Maroc, parce qu'ils se diront naturellement que eux aussi veulent faire partie de ça. Ça permettra un petit peu d'éradiquer cette espèce de phénomène qui veut que oui, bah, quand tu es franco-marocain, tu choisis la France parce que tu te dis, voilà, c'est un peu mieux. Ça permettra, j'espère, d'éradiquer cette espèce de pensée qui dit que la France vole les talents en Afrique. Bah là, ce sera plus le cas, du coup. Et quand vous avez des grands joueurs comme ça qui jouent dans des grands clubs européens, hein, souvent, bah, ils transmettent, ils montrent un petit peu la voie à suivre en termes de sérieux, en termes de rigueur, même à la fédération, les primes, comment on gère un groupe au niveau logistique, comment on met les moyens financiers pour que les joueurs juste arrivent en sélection et soient prêts à tout donner sans avoir à penser à tout ce qui est prime, tout ce qui est logistique, tout ce qui est... on a vu là récemment au Cameroun, les maillots n'étaient même pas prêts pour le mondial. Vous rendez-vous compte que les maillots n'étaient même pas prêts pour le mondial au Cameroun. Tout ça, tout ce qui est un petit peu un manque de sérieux, un manque de professionnalisme, voilà c'est le mot, un manque de professionnalisme. En général, hein, quand vous avez des grands clubs, bah, ça impose. Quand les joueurs sont dans les grands clubs européens, ça impose à la fédération, à la direction, du coup, d'élever leurs standards, d'élever leur sérieux et leur professionnalisme, parce que ces joueurs-là côtoient justement le gratin et ce qui se fait de mieux en Europe. Alors pour le professionnalisme, je suis pas forcément inquiet, même pas inquiet du tout, hein. Quand on connaît Monsieur Fouzi-Lekja et qu'on sait qu'il est là depuis 8 ans maintenant à la tête de la Fédération du Maroc, on sait que ce monsieur-là, c'est pas n'importe qui. On sait à quel point et ce qu'il a fait pour le football marocain depuis quelques années avec Hervé Renard, avec Vaïd, et comment il laisse travailler les sélectionneurs, gérer cet effectif-là. Ce qu'il a fait récemment avec monsieur Walid Regragui, franchement, je suis vraiment pas du tout inquiet à ce niveau-là. Mais il faut en profiter maintenant. Il faut que lui aussi impulse cette dynamique et surfe sur la confiance des joueurs, surfe sur le buzz et l'exposition médiatique que le Maroc et les joueurs ont réussi à avoir récemment. C'est trop important en fait, pour n'importe quel pays, mais pour le Maroc d'avoir cette vitrine de joueurs, pour la fédération, avoir ces joueurs stars comme ça, une vitrine de joueurs stars comme ça, c'est trop important. En termes de sponsors, de plein de choses, c'est une dynamique qui crée un effet boule de neige, financièrement, sportivement, et même culturellement aussi. Hein, parce que voilà, on sait que le Maroc a souvent été dans la volonté d'organiser une Coupe du Monde, ça a toujours été boycotté, et pourquoi pas. Maintenant, parlons du cas Ounahi. Désolé si l'introduction a été un petit peu très longue même, mais bon, c'était vraiment pour un petit peu clarifier les choses pour le Maroc. Maintenant, parlons du cas Ounahi qui a 22 ans, qui est annoncé du coup en 1-2 pages en plus. C'est pas comme si c'était une petite rumeur, hein. Il est mis en 1-2 pages par Mundo Deportivo, là à 22 ans, en plein mondial. Ça me dérange un petit peu, parce que pour mettre de la pression sur le joueur, honnêtement, alors que voilà, il a pas la tête à ça, demain, enfin après-demain, il va jouer contre la France en demi-finale pour une place en finale d'un mondial quand même. Niveau pression, c'est pas cool. C'est pas très cool de le mettre comme ça en 1-2 pages, parce que là forcément, je pense que depuis les heures, depuis minuit, que la une a été dévoilée, soyez sûr qu'il a été spoilé par ses copains, par ses coéquipiers, comme quoi il est en 1 de journal, ce qui n'est pas forcément idéal pour préparer un match. Il n'a pas forcément besoin de ça. Mais bon, Monsieur Ounahi, il a 22 ans, donc pisté par le Barça. On apprend que le Barça s'intéresse à lui parce que forcément, il joue à Angers, donc forcément, son prix sera relativement bas et que les finances du club imposent de faire des recrues à moindre coût. Le Barça, à l'origine, suit depuis quelques mois déjà maintenant Bernardo Silva et Gundogan parce que voilà, ils veulent renforcer le milieu de terrain du Barça. Mais honnêtement, l'option à bas prix d'un mec comme ça de 22 ans qui est pétri de talent comme Ounahi, honnêtement, je trouve que c'est encore meilleur. Il a prolongé avec Angers seulement 3 mois avant la Coupe du Monde et il a un contrat qui se termine en 2025 avec le club angevin. Il a disputé 32 matchs l'année dernière avec Angers, donc c'est un titulaire indiscutable avec le club français. Donc c'est quand même un joueur qui commence à découvrir un petit peu le haut niveau et le football européen. Et selon Mundo Deportivo, hein, il avait une valeur marchande de 4 millions d'euros avant le mondial. Donc imaginez maintenant, 4 millions d'euros avant le mondial. Ça fait quand même une différence. Honnêtement, c'est un joueur, je parle souvent en plus des problèmes au milieu de terrain du Barça.
hein, parce que j'en parle souvent, parce que je disais que là, depuis que Xavi est parti en 2015, on n'a jamais retrouvé, à part Rakitic au début, un patron au milieu du terrain qui contrôle un petit peu le tempo de l'équipe. J'en parle souvent, parce que je dis que Pedri joue un petit peu trop pour avoir ce rôle-là, que Frenkie de Jong n'arrive pas à assumer techniquement et tactiquement, tactiquement surtout, d'avoir ce rôle-là au milieu de terrain du Barça. Est-ce que Xavi donne pas un petit peu trop les clés à Busquets? Ça me dérange aussi, hein, tout ça. Hein. Gavi n'a pas le profil technique et tactique pour avoir ce rôle de premier relanceur. Quand je vois les reproches que j'ai à faire à Frenkie de Jong, à Pedri, à Gavi, à Busquets, et quand je vois ce qu'apporte sur le terrain un mec comme Unai au Maroc, hein, il arrive à apporter exactement ce que je voudrais qu'un milieu de terrain apporte au Barça. C'est incroyable. C'est juste incroyable. En termes de relance, techniquement, en termes de projection, balle au pied et dans ses passes, hein, les deux. Le nombre de mètres gagnés à la passe et à la conduite de balle par ce mec-là à chaque match maintenant, face à l'Espagne, face au Maroc, j'ai en tête la passe incroyable qu'il met comme ça. Je crois c'était face à l'Espagne, oui, en deuxième mi-temps, quand il fait ce mouvement-là où il temporise, il a un espèce de calme. Je sais pas si vous le sentez, quand il est balle au pied, il a un calme, même quand il est à 30 mètres des buts, qui subit un pressing, il a un espèce de calme qui joue à une touche de balle, il joue très simple en plus, il est toujours bien inspiré. Et cette palette technique, ce mélange de palette technique et de sang-froid et de justesse tactique, hein, c'est exactement le profil du milieu de terrain du Barça qu'on connaît depuis des années. Hein. C'est exactement ça. Et en plus, physiquement, il est quand même assez costaud, il est assez grand. Il subit souvent des chocs, des duels et il tombe pas. C'est un mec qui a des très bons appuis. Donc en termes de profil, ce qu'il fait à la Coupe du Monde, hein, et si on le transposait au Barça, c'est exactement vraiment ce qui pourrait permettre au Barça de résoudre ses problèmes au milieu de terrain. Et on en a pas mal. Il faut savoir qu'on a pas mal de problèmes au milieu de terrain. Maintenant, il pourrait venir au Barça, hein, mais est-ce qu'il serait titulaire indiscutable? Parce que là, je parle beaucoup, hein, mais pour lui et comme pour tous les joueurs marocains qui vont être transférés en janvier, hein, vraiment, l'important, c'est vraiment d'arriver dans un club où ils joueront titulaires. Il faut absolument qu'ils puissent, si tu pars d'un club comme ça et que tu viens jouer dans un grand club européen et que tu chauffes le banc, bah, c'est pas intéressant du tout, hein. C'est pas du tout intéressant. Il faut absolument que ces joueurs-là puissent continuer à progresser en jouant de plus en plus dans un bon club. Et c'est là que l'émulation va se produire. Là, il faut absolument qu'ils viennent et qu'ils bousculent la hiérarchie, alors qu'il y a Pedri, Gavi, quand même, Frenkie de Jong qui a un gros salaire. C'est quand même compliqué pour lui. C'est un petit risque pour le club parce que son prix de transfert et le salaire sera forcément un petit prix. Mais pour le joueur, c'est un gros risque. Est-ce que passer de Brest au Barça tout de suite comme ça, à 22 ans, c'est pas un petit peu trop tôt, trop rapide? Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, j'espère vraiment que lui, dans sa tête, il faut qu'il trouve une solution. S'il a de l'ambition, qu'il vienne au Barça, pourquoi pas. Mais attention à ce que la marche soit pas trop grande. C'est forcément le risque à prendre. Je dis pas que la marche est trop grande. Je dis que c'est un risque quand même pour lui. Mais à ce niveau-là, pourquoi pas en même temps? Moi, vraiment, j'adore le joueur. Je le découvre comme tout le monde parce que je regarde pas forcément la Ligue 1. Est-ce qu'il surperforme? J'ai envie de dire que c'est possible, hein, parce que quand tu as 22 ans, tu réfléchis jamais. Là, je parlais du fait que Mundo l'ait mis en une du journal. Peut-être qu'avec des trucs comme ça, tu vas commencer à réfléchir et tu vas un petit peu être moins dans la zone mentale où tout réussi, tout est facile, parce que tu n'as pas à penser. Mais quand tu commences à réfléchir après 3-4 matchs où tu es sous pression, où là tu seras épié par la presse mondiale, et espagnole en tout cas, et catalane en l'occurrence, ben là, ça va être compliqué. Là, on va voir comment tu réponds mentalement dans ton jeu. Mais pour l'instant, il montre une insolence, une espèce de refus d'être complètement désinhibé par la pression qui franchement me plaît. On a tellement, j'en ai marre moi de ces joueurs robotisés qui se contentent de faire contrôle-passe, passe en retrait, comme Rakitic à la fin de sa carrière au Barça, comme Frenkie de Jong souvent au Barça aussi, qui, mine de rien, a un culot, mais surtout quand il est un petit peu dos au mur, presque obligé de faire des fulgurances, balle au pied. Pareil pour Pedri, des fois, qui se contente de pas assez frapper au but, pas assez prendre de risques. Là, on a un joueur qui, dans son jeu, son réflexe, sa nature, c'est prendre des risques. Pour l'instant, en tout cas, hein, de ce que je vois, c'est qu'on a un joueur qui n'a pas de nature. Son football consiste à prendre des risques et à jouer juste. Techniquement, ses remises à une touche de balle, la façon dont il percute, la façon dont il gagne des mètres balle au pied, comment il est juste techniquement. Franchement, c'est un régal. Bravo à lui. J'espère qu'il ira au Barça. J'espère pour lui. Hein. Moi, c'est mon club de cœur, donc forcément, j'espère qu'il viendra. Il a totalement le profil pour jouer dans cette équipe-là. Et ça me ferait tellement plaisir pour lui à 22 ans.
parce que c'est un diamant à polir. Hein. C'est un joueur qui est incroyable. Donc bravo à lui. C'est pas un hasard si Luis Enrique a été séduit comme pas possible par ce joueur-là. Rappelez-vous de ce qu'il a dit, mais quel joueur. Donc j'espère pour lui que voilà, il trouvera un club à la mesure de son talent. Vite, pourquoi pas. Un club où il pourra jouer, ça c'est important, primordial. Donc voilà les amis, pour parler de monsieur Azzedine Ounahi et tout ce que j'ai dit hein, pour les joueurs du Maroc qui doivent changer de club et créer une dynamique. Ça n'a aucun rapport avec ce qui va se passer, que ce soit mercredi et dimanche. Même si le Maroc gagne la Coupe du Monde, il faut que le Maroc trouve le moyen de bâtir, de surfer sur ce qui s'est passé là, sur l'exposition médiatique de la Coupe du Monde pour bâtir une dynastie, une génération, pas une génération, une dynastie, une ère qui va s'étendre parce que là c'est crucial et ça dépend en aucun cas de si le mondial est réussi et gagné ou pas. Si vous gagnez le mondial, c'est très bien, c'est la folie, hein, d'accord ? Mais il y a quelque chose à faire pour que le Maroc s'installe durablement et définitivement comme un grand pays du football. Ça se passe après la Coupe du Monde. Donc voilà les frères, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, bah du coup, on like la vidéo et puis on s'abonne, tout simplement. Voilà les frères, rendez-vous demain pour le débriefing du match Argentine-Croatie, demi-finale de la Coupe du Monde. Je stresse. Allez frères, bonne journée à tous. Ciao.